sujet comme celui-là qui va aborder la question des stéréotypes et comment est-ce qu'on peut les contrer. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Oui, en effet, on a vu que les stéréotypes ont la vie dure. Alors, les stéréotypes concernent pas seulement le genre, mais aussi l'âge, parfois. Donc, Francis Eustache, vous êtes spécialiste en neuropsychologie. Votre spécialité, c'est les troubles de la mémoire et le diagnostic précoce des maladies neurodégénératives. La mémoire, c'est pas une affaire que de mémorisation, ça a un lien avec les stéréotypes? Oui, il y a un lien très fort. Et juste avant d'en parler, je voulais, si je peux me permettre, remercier et féliciter tous les comédiens là, qui ont fait une introduction magnifique. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux comme introduction à une table ronde sur les stéréotypes. Ce concours d'éloquence par des jeunes, parce que je pense que c'est très important. L'école a un rôle évidemment crucial. Et puis dans ce lieu un peu emblématique, Neuroplanète, qui transmet la connaissance, hein, qui interagit. Hein, la connaissance, c'est pas du haut en bas, mais c'est une interaction. Et donc je pense que c'est vraiment l'idée de Neuroplanète. Je trouve que ça a été un beau moment de Neuroplanète. Je dis ça un peu en tant qu'expert, parce que ça fait 3 fois que je viens. Et j'ai été très, très ému aussi de les voir passionnés et expliciter en fait ce concept de stéréotype sur lequel on va revenir. Alors bien sûr, il y a un lien très fort entre les stéréotypes et la mémoire. Parce que la mémoire, il y a plusieurs façons d'en parler. Il en a été un petit peu question dans les exposés précédents, dans les tables rondes précédentes. Mais la mémoire, on va la voir en tant que biologiste. C'est-à-dire qu'on va imaginer des échanges au niveau des synapses hein, entre les cellules nerveuses, des échanges biochimiques, des échanges électriques. Vous voyez, on a une vision très biologique de la mémoire. Les psychologues vont avoir une vision plus psychologique, c'est-à-dire que c'est des processus cognitifs qui interagissent, etc. On peut faire de l'imagerie cérébrale, il en a été question à plusieurs reprises. Là, on va voir des réseaux qui s'allument dans notre cerveau quand on fait travailler la mémoire. Mais la mémoire, c'est pas uniquement cela. Si nous avions dans la salle des historiens ou des sociologues, ils parleraient d'une mémoire sociale, d'une mémoire culturelle. Et en fait, la mémoire, c'est l'ensemble. Et pour que notre mémoire fonctionne bien parce que c'est un terme qu'on peut utiliser, c'est simple, de façon harmonieuse, eh bien, il faut des interactions entre la mémoire collective, la mémoire qui vient de l'extérieur, de l'environnement, au sens très large du terme, et puis l'individu. Parce que, en fait, ma mémoire individuelle, elle est éminemment sociale, elle est éminemment collective. Donc, et de plus en plus, nous étudions ce fonctionnement de la mémoire, une mémoire qui va mieux fonctionner, qui va être plus efficace, si nous acquérons, et je pense que c'est ce qu'on a vu aussi là, nous acquérons ensemble des informations dans des situations qui peuvent être du théâtre, etc., extrêmement diverses. Alors, cette interaction entre l'extérieur, hein, la mémoire culturelle, la mémoire collective qui se construit et ma mémoire individuelle, c'est aussi une interaction pour le meilleur, c'est souvent pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et donc on va parler du pire. Hein, c'est-à-dire qu'on peut mémoriser des choses fausses, voilà, par exemple. Notre cerveau, c'est extraordinaire. Notre cerveau est extraordinaire. Neuroplanète nous le montre chaque année, nous le rappelle chaque année. Notre cerveau, par certains côtés, fonctionne trop bien. Parce qu'il ne s'agit pas de former des souvenirs, mais il faut former aussi des connaissances générales sur le monde. Et le monde est compliqué. Et le petit bébé dont on a parlé à plusieurs reprises, il arrive dans un monde qui est très compliqué. Et donc, il faut simplifier, il faut catégoriser. Aristote nous parlait de la catégorisation pour comprendre le monde. On est pris dans cet étau hein, de simplification. C'est un peu le même mécanisme pour les rumeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news hein, sur les réseaux sociaux. Ça marche très bien parce que notre cerveau, il a plutôt tendance à mémoriser, à généraliser des informations que la source des informations. Donc, il va simplifier pour retenir l'essentiel, quoi. Pour revenir à l'essentiel. On a besoin de construire une représentation du monde, on a besoin de transmettre aux autres. Et donc, là, c'est un peu le piège d'un système presque qui fonctionne trop bien. Et c'est ce qui va nous conduire à la création des stéréotypes, l'intériorisation de ces stéréotypes. Les stéréotypes, certes, ils viennent de l'extérieur, mais nous les intériorisons. C'est en ça qu'ils deviennent très puissants.
Parce qu'en fait, il y a juste à appuyer sur un petit bouton, puis hop, ça part tout seul. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. Et donc, c'est pour ça qu'il faut revenir aux sources. C'est un gros travail d'éducation, l'éducation au sens premier du terme, mais c'est aussi une éducation tout au long de la vie. Et puis, il faut trouver aussi des leviers pour lutter contre cela. Alors, on a vu de façon magistrale, si je peux dire, le genre, mais ces stéréotypes, on les trouve dans des tas de secteurs, et notamment le vieillissement que vous avez évoqué et qui va être repris par Isabelle tout à l'heure. Alors cette catégorisation dont vous parlez, comment ça fonctionne, Pascal Huguet? Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, cette catégorisation? Oui, alors cette activité de catégorisation, elle n'est pas du tout anecdotique. C'est un mot qui semble un peu compliqué, catégorisation, on entend plutôt classer, classification. On met des gens dans des cases, on met des gens dans des catégories. Les jeunes, les vieux, les filles, les garçons, les hommes, les femmes. Les blancs, les noirs, bon, vous les connaissez, toutes ces manières de poser des étiquettes, mais au-delà de l'étiquette, il faut bien comprendre avec quoi on joue. Et c'est là que l'histoire scientifique est vraiment, je pense, importante et doit être un peu racontée, parce que on joue en réalité avec ces étiquettes avec de la dynamite. Je le redirai, il n'y a pas probablement pas de possibilité de meurtre de masse, par exemple, sans l'action de ces étiquettes et de ces sursimplifications de la réalité. Je vais revenir une minute sur ce que disait Francis Eustache à l'instant. Le cerveau, cette machine hyper complexe, est exposé en permanence à des informations de toute nature. Le cerveau traite toutes les informations en relation avec l'environnement physique, nos environnements, qui font qu'on comprend le monde dans lequel on est. Je vois une chaise en face de moi, je sais que c'est une chaise. La mémoire est très importante. Quand elle se dégrade, je peux ne plus savoir que c'est une chaise, mais tout ça appartient à l'environnement physique. Et je traite également beaucoup d'informations en relation avec mon environnement social. Et ces informations traitées par le cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je les mets en mémoire, je les stocke, et je peux aussi les récupérer en mémoire à certains moments. Donc mes idées sur le monde, sur l'environnement social, sont liées à cette activité à laquelle procède le cerveau en permanence, qui consiste à ordonner le monde, et on retrouve la catégorisation, en termes de catégories, de personnes, mais aussi d'événements, d'objets, mais aussi de personnes jugées relativement similaires les unes aux autres. Et cette activité de catégorisation, elle est à la fois fonctionnelle et dysfonctionnelle. Elle est fonctionnelle parce que quand on ne la pratique pas, eh bien on ne comprend plus rien. Il faut quand même savoir un peu qui on est. On est un homme, on est une femme. Même si aujourd'hui on peut débattre de tous ces sujets et on peut traverser les frontières, sans doute. Mais on doit aussi considérer qu'à chaque fois que je pose une étiquette, que j'utilise une catégorie, je prends le risque de la simplification. Et cette simplification, elle prend, en psychologie expérimentale, la forme de deux effets complémentaires, les effets d'assimilation et de contraste. À chaque fois que j'utilise des catégories, j'en ai pas nécessairement conscience, mais lorsque nous les utilisons, nous simplifions déjà via un processus d'assimilation. On voit moins de différences qu'il n'en existe en réalité entre les membres d'une seule catégorie. On efface les différences. Et le contraste, on voit plus, on perçoit plus de différences qu'il n'en existe en réalité entre les membres de deux catégories différentes. Et ça marche ensemble, assimilation et contraste. Et elle est là, la dynamite. Parce que poussé à l'extrême, on est sur les mécanismes qui permettent la barbarie. Lorsque vous poussez l'assimilation et le contraste à l'extrême, vous ne voyez plus une catégorie d'individus différents les uns des autres, alors même que toute la biologie nous raconte que la règle d'or du vivant, c'est la diversité. Vous voyez des individus semblables. Alors en plus, le cerveau met de la valeur sur les groupes, sur les étiquettes en question. Lorsque la valeur est négative, cette déindividuation, le fait de retirer ces différences-là à la catégorie en question, en gros, tous les mêmes, tous des voleurs, tous des agresseurs, etc. Ça, c'est la déindividuation. L'autre étape, c'est la déshumanisation. On retire à cette catégorie certaines caractéristiques qui font que les individus sont des humains. Ils ne sont plus tout à fait des humains.
C'est là qu'on tombe dans la stigmatisation, donc? Voilà. Alors, la stigmatisation, elle est déjà possible avant. Elle intervient avant, ça se corse. Mais l'histoire de l'humanité, et vous le savez, et je le dis à Nice avec une certaine solennité, lorsque on termine dans les petits noms d'animaux pour désigner une catégorie, on sait ce que ça donne dans l'histoire de l'humanité, et c'est là que ça se corse. Et donc les précurseurs, en quelque sorte, psychosociaux de la violence extrême, et de la violence extrême au sens du meurtre de masse, elle est là. Quand on commence à donner des petits noms d'animaux aux gens, on est très proche de tout cela parce qu'on a enlevé les caractéristiques humaines. Donc, quand on joue avec les stéréotypes, on ne joue pas simplement avec des choses avec lesquelles on pourrait plaisanter. On peut tous, on va se détendre un peu, hein, on peut tous s'amuser à plaisanter autour des hommes et des femmes, par exemple. Mais n'empêche, la stéréotypie, là on n'est pas sur la question de meurtre de masse, mais la stéréotypie homme-femme peut prendre des formes beaucoup plus dramatiques lorsqu'elle s'accompagne de discrimination à l'emploi. Lorsque sur le marché de l'emploi on discrimine les femmes ou qu'on leur interdit l'accès aux filières scientifiques et techniques. En réalité, on leur interdit pas l'accès, ça va encore plus vite que ça. Et on va le voir, souvent les filles en sortie du lycée s'autocensurent. Vous parlez de des idées reçues, notamment sur les filles et les garçons, la différence entre les filles et les garçons sur les mathématiques. Voilà, exactement. Dans les filières scientifiques et techniques, maths, sciences de l'ingénieur, etc., physique, si on regarde les résultats jusqu'au bac, les filles sont meilleures. C'est comme ça. J'espère que ça vous fait plaisir, les filles qui sont dans cette salle. Vous êtes meilleures, objectivement, vous avez plus de mentions au bac, vous êtes supérieures en notation, tout va bien. Dans les matières scientifiques. Hein, voilà, dans les matières scientifiques. Le problème, c'est qu'on ne vous retrouve pas ensuite dans les grandes écoles. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que déjà, avant même d'invoquer une discrimination lors de la sélection, il y a déjà très peu de filles qui se présentent. En informatique et dans les écoles d'ingénieurs, il y a très peu de filles. Alors, il faut se poser la question de savoir ce qui se passe, alors qu'on est sur des compétences qui sont très fortes, qui sont absolument suffisantes pour aller dans ces filières-là. Donc c'est de l'autocensure? C'est de l'autocensure? Voilà. Alors on pense qu'il y a un phénomène d'autocensure lié à la stéréotypie qui n'empêche pas les filles de réussir jusqu'au bac, mais qui leur pose un problème ensuite pour se lancer dans une carrière jugée très masculine, etc. Et nous, on détecte, et là je vais avoir besoin de mes slides, des phénomènes tout à fait intéressants dès la 6e, 5e chez les enfants. Voilà. Alors là, je vais peut-être vous inviter à... Je crois qu'il faut que je passe de ce côté. Prenez la télé. Oui. Voilà. Alors, avant ça, il y a une figure complexe. Attendez. Celle-là ? Voilà, très bien. Voilà. Imaginez, pour bien vous faire toucher du doigt, les conséquences des stéréotypes. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que la société raconte ça sur mon groupe d'appartenance, même si je suis une fille et plutôt forte en maths, quand on me propose quelque chose de l'ordre des mathématiques, je peux quand même exprimer un certain nombre de difficultés. Alors vous allez dire, mais forte en maths, un certain nombre de difficultés. Je vous explique. Regardez cette figure complexe, utilisée en neurologie. C'est une figure dont je ne referai pas l'historique, peu importe, mais on la présente aux enfants de 6e, 5e en leur disant simplement, voilà une figure, efforce-toi de la mettre en mémoire, ensuite on la retire et tu devras le reproduire à main levée sous forme graphique. Donc papier-crayon. Les enfants ont 50 secondes. Regarde cette figure, en 50 secondes. Évidemment, la stratégie dominante, c'est de dire, bon, il y a un grand triangle, des diagonales, tout ça va très bien, mais pour mémoriser les détails, il faut quand même bien se concentrer. Et puis on fait une chose extrêmement simple. À la moitié des enfants, au hasard, on leur dit ce test est utilisé pour tester tes capacités en géométrie. C'est un nouveau test qui nous aide vraiment à évaluer plus à fond tes capacités en géométrie. Versus, c'est-à-dire dans une autre condition, avec une distribution aléatoire dans les deux conditions, on dit aux enfants, garçons et filles de 6e, 5e, ce test nous aide à évaluer tes capacités en dessin. Donc, dans la géométrie, on active le stéréotype des mathématiques par hypothèse.
Alors que dans le dessin, dans la condition dessin, la figure est strictement la même, mais on s'efforce de, entre guillemets, dégager ce stéréotype. Il n'est pas pertinent. On leur fait penser à autre chose. C'est un nouveau test pour évaluer tes capacités graphiques, tes capacités en dessin. OK. Maintenant, je vous montre le résultat. Vous avez les deux conditions, géométrie dessin, vous avez la performance, le score maximum, c'est 44 points, de 0 à 44. Et là, vous voyez qu'on est dans une fourchette de 20 à 27 points. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez en jaune les filles, en rouge les garçons. Donc en géométrie, quand on dit géométrie, les garçons se montrent supérieurs. C'est-à-dire qu'ils mettent en mémoire la figure et la récupèrent avec plus de facilité, visiblement, que les filles. Statistiquement, on dit c'est significatif. Bon, faites-moi confiance, on ne va pas faire des stats ensemble, mais c'est très significatif. Qu'est-ce qui se passe en dessin? Est-ce qu'on peut imaginer un phénomène différent? Après tout, même les scientifiques, même une partie des scientifiques ont longtemps raconté que dans tout ce qui concerne les capacités visuo-spatiales mobilisées par ce type de test, les garçons sont supérieurs aux filles. Donc il n'y a pas de sujet, si on en reste là, la supériorité des garçons doit s'exprimer également au dessin. Quand on donne l'étiquette dessin, voilà ce qui se passe. Le score est inversé. Les filles font mieux que les garçons. Comme si le fait de retirer l'étiquette, susceptible d'activer tout ce que la société raconte sur les filles et les garçons en maths ou en géométrie, était suffisant pour libérer les compétences, pour libérer l'expression de capacités qui, sinon, sont beaucoup plus difficiles à détecter, et voire même, si on en reste à la première vision, la géométrie, on se dit, bon, quand même, il y a bien quelque chose, les garçons sont bien un peu supérieurs aux filles, quand même. Bien, regardez, quand on joue avec le contexte, on a tout de suite la réponse. On est allé, pour terminer, voir si on était capable de repérer l'influence du stéréotype négatif à propos des filles dans les filières scientifiques et techniques et en mathématiques. Est-ce qu'on est capable de le repérer dans les grandes écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire chez les filles qui ont réussi, qui ont parfaitement réussi en mathématiques, en physique, en sciences de l'ingénieur, et dont on pourrait penser qu'elles sont donc, puisqu'elles ont réussi, par je ne sais quel miracle, débarrassées du stéréotype. Peut-être étaient-elles socialisées différemment, etc. Donc on est allé dans les grandes écoles. Avec ce test. Alors, mesdames et messieurs, les garçons et les filles ici présents, que je félicite à mon tour pour l'introduction à cette séance, voyez une série de figures, il manque une pièce. Vous devez la choisir parmi les 8 sous la matrice. Réfléchissez bien. Le test est très difficile. Vous devez faire des hypothèses. Et parce que c'est difficile, vous pouvez éventuellement commencer à douter de vos compétences. De raisonnement logique. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de raisonnement verbal. On est sur du raisonnement fluide, dit-on. Vous réfléchissez, c'est dur, hein? C'est dur. Bien sûr, tous les messieurs et tous les garçons ont trouvé. Les filles rament un peu. C'est horrible de dire ça. Évidemment que non. Alors, je vous donne la solution. C'est celle-là. Bon. Mais évidemment, imaginez, tout ça se produit des millions de fois par jour, tous les jours, dans les classes, dans les établissements, partout. À chaque fois que vous devez réfléchir à quelque chose d'un peu difficile et que vous faites une erreur, à quoi est due cette erreur? À quoi est due cette difficulté? Quand on est une fille, en maths, avec ce que raconte la société, on a plus tendance à s'attribuer cette difficulté, à l'attribuer à son groupe de sexe, réputé faible, etc., alors même que les résultats montrent le contraire. Alors voilà ce qu'on a fait dans cette manip avec Isabelle Régnier. On a joué sur la présentation du test. Dans un cas, on est dans une présentation standard, c'est-à-dire on présente le test des Raven, donc une série de matrices comme ça, hein, c'est pas seulement une seule, hein, c'est plusieurs slides. En présentation standard, ça veut dire qu'on donne juste les instructions pour passer le test, et c'est tout. Et dans la condition dite de falsification, on rajoute simplement une petite phrase. Voilà, on vous a expliqué le test, on va commencer. Et l'air de rien. Bon, on vous le dit maintenant, on développera après. Sachez qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur ce test. Il n'y en a pas. Hein, voilà. Dans la première situation, la situation standard,
supériorité des hommes. Dans l'autre situation, à nouveau une inversion. On est chez des femmes ingénieures, supposées totalement débarrassées de l'influence du stéréotype, dont on voit ici qu'elles s'en débarrassent uniquement à la condition de falsifier le stéréotype, de rajouter quelque chose juste avant la passation du test qui leur rappelle que, en tout cas, sur ce test-là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent effacer le stéréotype, mais juste ponctuellement. Absolument. On n'est pas en train de dire qu'avec ce type d'études expérimentales, on déconstruit le stéréotype à jamais et que les sujets sortent du laboratoire débarrassés de tout ça. On dit simplement que sur le moment, on peut alléger la charge liée au stéréotype et faire réussir. Mais surtout, la leçon ici, c'est montrer à quel point les stéréotypes peuvent agir pour contraindre l'expression des compétences, peuvent agir sur les performances et créer une réalité de toute pièce conforme à ce que raconte le stéréotype. Dernier point, la question du fond de vérité. On s'empaille les uns les autres sur certains stéréotypes pour savoir si le stéréotype est vrai ou pas. A-t-il un fond de vérité? J'aimerais vraiment que vous sortiez de cet amphi avec la réponse claire et nette. La question du fond de vérité sur les stéréotypes n'est pas une bonne question scientifique. Vous trouverez toujours des membres de la catégorie concernée qui correspondent dans leur comportement, leurs attitudes, leurs intentions au stéréotype, à ce que dit le stéréotype, et puis des membres de cette même catégorie qui se montrent à l'inverse de ce que dit le stéréotype. Parce que, encore une fois, la règle du vivant, c'est la diversité. Le vrai problème avec les stéréotypes, c'est pas le fond de vérité, c'est le processus de généralisation. Le vrai problème avec la stéréotypie, c'est quand on commence à généraliser, à dire tous les mêmes, toutes les mêmes, ou à penser dans ces termes-là de surgénéralisation, de sursimplification. Et je vous l'ai dit tout à fait au départ, quand on commence à faire ça, eh bien, on peut l'utiliser à certains moments pour plaisanter, hein, le soir, etc. Quand on veut rire un bon coup. Sur les femmes, par exemple, une fois qu'on a dit toutes les mêmes, etc., on peut développer, hein, on a tous des blagues là-dessus, etc. C'est pas du tout un problème. Et puis les femmes ont des généralisations rigolotes sur les hommes aussi. Mais dans d'autres sphères et dans certains contextes, c'est vite dramatique. Et je le disais, ces surgénéralisations sont même à la base de comportements extrêmement violents qui vont au meurtre de masse. Il n'y a pas de meurtre de masse possible avec une vision plus juste de la réalité sociale. Il faut vraiment considérer qu'on a en face de soi des individus tous identiques, mauvais, etc., qui méritent l'élimination. Donc je n'ai pas le temps de développer ça, bien sûr, mais sachez que la stéréotypie, c'est vraiment un gros sujet. Merci. Merci à vous. Alors, comme autre cible de stigmatisation, il n'y a pas que le genre. Isabelle Régnier, vous avez travaillé avec Pascal Huguet sur le genre et les garçons et les filles en mathématiques, et vous avez choisi de vous répartir aujourd'hui, c'est assez significatif. Vous vouliez nous parler, vous, des personnes âgées et des jeunes, alors que vous avez choisi de nous parler du genre, justement pour pas tomber dans le stéréotype qui consistait à dire que vous étiez une femme et que vous alliez défendre en tant que féministe convaincue la cause des femmes en décriant finalement le stéréotype garçon-fille en maths. Exactement, donc vous pouvez voir à quel point ces stéréotypes sont puissants, puisqu'en effet avec Pascal nous nous sommes concertés et nous nous sommes dit qu'est-ce qui est le mieux, qui doit présenter quoi, puisque nous travaillons ensemble depuis des années sur différents types de stéréotypes, stéréotypes de genre en sciences, stéréotypes de genre en lecture, cette fois-ci à la défaveur des garçons, et les stéréotypes négatifs du vieillissement. Et il se trouve que récemment, j'ai présenté les travaux géométrie dessin que vous venez de voir. Que vous avez donc fait ensemble. Que nous avons fait ensemble, que nous avons publié ensemble. Et pas du tout dans un objectif féministe. Absolument, je les présente exactement de la même façon que Pascal vient de faire aujourd'hui. Et j'ai présenté ces résultats au sein de l'université d'Aix-Marseille, dans la faculté des sciences, face à des collègues physiciens. Eh bien, figurez-vous qu'un de mes collègues m'a dit « Ah, d'accord, je ne savais pas, mais en fait, tu es militante, Isabelle. »
Je lui ai dit non, je suis une scientifique qui te présente des résultats d'études scientifiques. Donc vous voyez jusqu'où peuvent aller le poids de ces stéréotypes. Donc nous sommes dit, allez, un homme va s'emparer de la présentation des stéréotypes de genre et je vais plutôt présenter nos travaux, avec Francis également, sur plutôt les stéréotypes négatifs du vieillissement. Alors j'ai remarqué que dans la salle, il y a à peu près toutes les tranches d'âge. Nous avons vu les jeunes tout à l'heure, mais j'ai quand même cru apercevoir qu'il y avait des moins jeunes. Alors moins jeunes, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a à peu près tous les âges. Je suis à peu près certaine que parmi vous, dans la salle, il y a forcément des personnes qui se posent la question, de temps en temps, « Oh là là, où est-ce que j'ai mis mes clés ? Ou là, je suis descendue à la cave, mais qu'est-ce que je suis venue chercher ?» Les jeunes, jamais Oui. n'ont ce type de questions. Alors, justement, je pense que si on réfléchit bien et si on s'interroge les uns les autres, à 30 ans, on se pose les mêmes questions, à 40 aussi, à 50 aussi. Le seul problème, c'est qu'après 50 ans, quand on se pose la question, on s'en rajoute une autre, qui est de dire oh, « Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je ne suis pas en train de développer Alzheimer ?» Parce qu'Alzheimer, tout le monde en parle aujourd'hui, et à juste titre d'ailleurs. Parce que, bon, au-delà de ça, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que nous vivons tous plus longtemps. Nous vivons plus longtemps, mais nous devenons aussi plus vieux. Et avec le vieillissement se pose la question du vieillissement normal et du vieillissement pathologique et des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Et donc le poids de ces questions, qui bien souvent d'ailleurs sont accompagnées par des petites moqueries des petits-enfants qui disent « Ah papy, tu frises Alzheimer, tu devrais aller consulter ». Mais tout ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et regardez une étude très simple ici sur des personnes qui ont accepté de participer à une étude sur la mémoire. Oui, parce que quand on veut savoir quelle est la part du vieillissement cognitif, c'est-à-dire comment on vieillit, et est-ce qu'il y a vraiment des différences de mémoire entre jeunes et âgés, pour ça, il faut faire une étude et il faut comparer les performances en mémoire des jeunes et des âgés. Qu'est-ce qui se passe typiquement dans les études? Eh bien, on dit aux personnes qui arrivent, jeunes, moins jeunes, vous participez à une étude qui va nous permettre d'évaluer la mémoire. Il y a des jeunes et des âgés dans l'étude. C'est la condition que vous voyez sur votre gauche, je vois que le graphique n'est pas bien affiché, et qu'on appelle la condition où le stéréotype se met en place tout seul, c'est-à-dire le stéréotype selon lequel, finalement, avec l'âge, notre mémoire décline. Donc le simple fait de dire c'est un test de mémoire et il y a des jeunes et des âgés dans l'étude suffit pour activer en mémoire ce fameux stéréotype selon lequel les âgés devraient probablement être moins performants que les jeunes. Ils le sont réellement. Et en effet, nous voyons que dans cette condition-là, sur le test, les personnes âgées produisent une performance au test de mémoire qui est inférieure significativement à celle des jeunes. Regardez sur la droite, c'est exactement le même test qui est présenté aussi comme un test de mémoire à des jeunes et à des âgés. Mais on rajoute juste une petite phrase, un peu la même que celle que Pascal a évoquée tout à l'heure avec les filles et le test de raisonnement logique. Au fait, sur le test de mémoire que vous allez passer aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas de différence de performance entre jeunes et âgés. Une phrase, 1 seconde et demie pour la prononcer. Eh bien, vous voyez que ça suffit pour que les personnes âgées se sentent suffisamment soulagées au moment du test, qui pourtant est bien compliqué, et c'est le même que dans l'autre condition. Donc on a du stress en moins, on a de l'anxiété en moins, on se concentre sur le test, et les performances sont tout à fait comparables à celles des jeunes, et surtout nettement supérieures à celles des personnes âgées, dans la condition où le stéréotype, lui, a fait son action. Alors ceci, avec Pascal Huguet, nous l'avons montré et répliqué dans plusieurs études. Et au vu de ces résultats, avec Francis et d'autres collègues, nous nous sommes posé la question, mais est-ce que ces stéréotypes négatifs du vieillissement, sans pour autant bien sûr nier la réalité d'un vieillissement cognitif, nous vieillissons tous, c'est une réalité, mais nous vieillissons de façon très différente les uns des autres, pas au même rythme, et en tout cas pas au point d'obtenir les différences que vous voyez sur la gauche du graphique. Mais nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui se passe au moment du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer ? Une personne âgée qui va à l'hôpital ou au centre mémoire pour une première évaluation de sa mémoire en vue de vérifier qu'il n'y a pas un problème, quoi. Et aujourd'hui, vérifier qu'il n'y a pas un problème, c'est vérifier qu'on n'est pas en train d'avoir Alzheimer. En gros, c'est ça la question. Le diagnostic est presque posé par le fait même d'aller à la consultation. Exactement. Donc, nous sommes en train de réaliser une étude à grande échelle
dans plusieurs hôpitaux en France, avec plusieurs équipes de neurologues et de neuropsychologues, pour justement essayer de faire en sorte d'améliorer ce diagnostic précoce par des consignes spécifiques qui vont essayer de faire en sorte que les personnes âgées, au moment de la passation des tests, parce que les tests à l'hôpital, c'est pas juste un test qui dure 5 minutes, c'est une batterie de tests qui peut durer entre 1h30 et 2 heures. C'est pas rien quand même, une personne âgée qui vient à l'hôpital dans cette condition-là, pour s'assurer que tout va bien. Ben, peut-être qu'en se disant pour s'assurer que tout va bien, on a peur que tout aille mal. Et en ayant peur que tout aille mal, parce que tout ça a été très largement réactivé en mémoire du fait des stéréotypes négatifs du vieillissement qui aujourd'hui disent « Ah, quand on est vieux, on a forcément Alzheimer. » C'est ce qui est écrit dans les salles d'attente, vous m'expliquiez, dans les Absolument. salles d'attente de ces hôpitaux où justement ils vont à la consultation. Tout à fait, mais pardon, mais c'est écrit très largement dans la presse aussi. Hein, on reçoit même des mails pour nous encourager à nous diagnostiquer presque nous-mêmes en allant faire des tests en ligne sur Internet pour vérifier qu'on n'a pas Alzheimer. Donc l'idée, dans la grande étude que nous menons aujourd'hui, qui est une étude sur 4 ans, c'est d'essayer de tester des consignes pour neutraliser ces stéréotypes et faire en sorte que les personnes âgées produisent des performances au test à la hauteur de leurs compétences réelles et donc pour éviter ce dont personne ne parle aujourd'hui, la possibilité de faux positifs lors du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer en hôpital. Des surdiagnostics du coup? Oui, les surdiagnostics, tout à fait. Une personne qui ressortirait de cette évaluation neuropsychologique avec un diagnostic du type « Ah, vous êtes à risque de développer Alzheimer dans les mois ou les années qui arrivent », qui n'est pas un diagnostic neutre, on est d'accord? Et qui peut avoir des conséquences relativement fâcheuses. Donc voilà un petit peu l'étude à grande échelle que nous menons aujourd'hui et dont nous aurons les résultats dans quelques années, puisqu'il nous faut beaucoup de patients pour tester tout ça. Juste une seule petite question. Est-ce que, Francis Eustache, est-ce qu'il y a un moyen de déconstruire ces stéréotypes autrement que par... est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que le cerveau arrive à les déconstruire? Est-ce qu'il faut commencer très jeune? Est-ce qu'on peut s'y prendre plus tard? Je veux remercier mes deux collègues là, qui ont bien décrypté, qui ont montré les mécanismes. Et je pense que, parce que les stéréotypes, ils existent, ça on le sait. Mais que le stéréotype devienne un objet de science, ça c'est très important, hein, qu'il y ait des chercheurs, des grands chercheurs du CNRS qui travaillent sur ce sujet-là, c'est très important. Montrer que les effets sont très importants, c'est pas à la marge. Hein, vous avez vu les graphiques, enfin moi je les voyais pas parce qu'ils étaient dans mon dos, mais je les ai vus et à d'autres moments. C'est très important et ça a des conséquences sociales très importantes. On l'a vu pour l'éducation, 2 grands secteurs, hein, l'éducation, la santé. C'est vrai qu'aller à la consultation mémoire, c'est pas rien, et repartir avec un diagnostic, une suspicion de maladie d'Alzheimer, c'est pas rien. Donc on voit où tout ça va se nicher. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est comment lutter contre ça? Neuroplanète, c'était mon introduction, très important, décrypter la science, une vraie information scientifique, ça c'est très important. Mais au-delà, d'où viennent les stéréotypes et comment changer les choses, c'est très compliqué. Et si vous me permettez, je voudrais poser une question à Pascal. Parce que, et d'ailleurs, tu as joué avec, c'est l'humour. Qu'est-ce qu'on fait de l'humour? On ne va pas arrêter de rire, mais l'humour est un véhicule des stéréotypes assez puissant. Juste un exemple, je suis allé au cinéma il n'y a pas longtemps, j'ai vu Green Book. Je trouvais que c'était un bon livre, un bon film. Vous savez, c'est ce chauffeur blanc qui transporte un personnage célèbre, noir, dans l'Amérique des années 1960. Moi, j'ai trouvé que ce film était bien, drôle, parce que justement, il activait des stéréotypes. Et ce film a été critiqué, parce que c'est un film qui tourne autour du racisme, parce que justement, il véhicule des stéréotypes. Alors, on est bien sur l'ambiguïté de l'humour, c'est-à-dire que ça nous fait rire, mais est-ce que c'est bien de rire de ça? Alors, Francis, tu disais tout à l'heure faire des stéréotypes un objet de science, y compris sur cette question-là, c'est la question des blagues sexistes. On pourrait évoquer d'autres registres, mais les blagues sexistes, oui, d'ailleurs il y en a eu tout à l'heure.
les enfants, les ados, puis ici nous en ont donné, et on a envie de rire. Et en même temps, on reproduit le stéréotype. Le stéréotype, c'est une représentation. Alors c'est une représentation très polémique. Encore une fois, on peut accepter cette réalité ou la refuser. Et parfois s'engueuler vivement dans la sphère professionnelle, la sphère familiale, sur un certain nombre de sujets autour de ça. Aujourd'hui, on en a fait un objet de science pour voir qu'en effet, les individus qui sont régulièrement exposés aux blagues sexistes, les filles dans les écoles d'ingénieurs, quand on est 4 dans la classe, 4 filles dans la classe pour 25 ou 26 garçons, et que les blagues sexistes fusent à 3 ou 4 par jour, on peut se poser la question. Soit on part du principe que c'est neutre, soit que c'est minant, et on commence à le mesurer. C'est l'installation du stéréotype qui continue, voilà, etc., et qui s'implante un peu plus. Et on a des résultats qui montrent qu'en effet, on a des filles qui quittent, et ce qui aggrave le phénomène d'autocensure, qui quittent ces sphères-là en raison de ces blagues sexistes et en raison aussi d'autres traductions plus concrètes derrière les blagues sexistes. Il y a aussi des phénomènes de cette nature. Mais j'aimerais insister aussi sur un point, nos manuels scolaires, pour revenir, filles, garçons et maths. Il y a une très belle étude financée par l'Île-de-France sur la question qui a consisté à explorer comment sont faits les manuels scolaires du point de vue des modèles de réussite masculins et féminins. Il n'y a pas de modèle de réussite féminin dans les livres de sciences. Quasiment pas. Tenez-vous bien, 3%. 3%. C'est-à-dire que quand on parle... Les portraits de femmes célèbres qui ont... Quand on parle d'un modèle de science, c'est un homme. 97% des cas. Alors, on peut se dire, et c'est la question qui se sont posées, c'est une question judicieuse, oui, mais parfois, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a vraiment existé, on illustre les exercices ou les notions via des personnages de fiction. Donc là, on a toute liberté de faire des hommes, des femmes, la fiction, etc. c'est pareil, oui. Et c'est la même asymétrie. Elle est un tout petit peu moins forte, mais... Donc, on a totalement associé maths, sciences et hommes. Et le reste, vous connaissez les sphères dans lesquelles les femmes sont supposées exceller. Alors, la prise en compte d'autrui, la sensibilité aux émotions, l'empathie, éventuellement dans les etc., enfants, etc. les enfants de bas âge. Voilà, donc une espèce de traité de Yalta, de traité de partage entre les compétences supposées véritablement masculines et les compétences supposées féminines. Sauf que, scientifiquement, c'est peanuts. Et il faut arriver à sortir de ça pour justement déconstruire. Parce que vous imaginez bien la lutte actuelle depuis cette étude sur les manuels scolaires. Est-ce que les éditeurs veulent lâcher il y a de vrais enjeux derrière. Changer les manuels scolaires, qu'il faut agir. C'est pas rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, Louise. Nous allons... on peut vous applaudir, effectivement. Merci aux jeunes aussi. Et nous allons prendre quelques questions. Donc, qui pose la première question? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vous écoute, monsieur. Je voudrais savoir si le stéréotype n'est pas nécessaire à la vie sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'une société peut exister sans stéréotype? Qui répond? Tu veux répondre, Isabelle? Isabelle Régnier? C'est une excellente question. Alors, Francis a finalement un petit peu répondu tout à l'heure, et Pascal également, c'est que malheureusement, le stéréotype repose sur un processus dont nous avons tous besoin, en effet, pour évoluer dans notre environnement de façon adaptée, c'est la catégorisation. Donc dès lors qu'on simplifie notre environnement, qu'on place des individus dans des catégories, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous, et du coup c'est très facile pour dire les hommes tous les mêmes, les femmes toutes les mêmes, et vu qu'ils sont tous les mêmes, eh bien ils partagent tous les mêmes caractéristiques. Donc les femmes toutes nulles en maths, les garçons tous nuls en lecture, et puis les âgés tous nuls en mémoire. Alors, de là à dire néanmoins que nous avons besoin de ces caractéristiques négatives pour fonctionner, probablement pas. C'est d'ailleurs ce que nous montrons avec nos travaux, puisque autant
nous n'arrivons pas à lutter contre la création des stéréotypes eux-mêmes, mais par contre, nous montrons qu'il est tout à fait possible d'agir contre leurs conséquences négatives. Et donc, il est tout à fait possible de neutraliser ces stéréotypes dans les situations où ils empêchent les filles, les garçons ou les personnes âgées de produire des performances à la hauteur de leurs compétences. Imaginons la suite. Imaginons que nous arrivons à faire en sorte que les résultats de toutes ces expériences soient utilisés à l'école, soient utilisés à l'hôpital, de façon systématique. Ça veut dire que grâce à ces résultats et grâce aux moyens que nous montrons dont ils sont efficaces pour lutter contre les conséquences des stéréotypes, eh bien ça veut dire que nous allons montrer que progressivement les filles vont obtenir d'aussi bons résultats en maths que les garçons dans les grandes écoles et vont choisir autant les filières scientifiques que les garçons. Les personnes âgées, finalement, produiront des performances en mémoire à la hauteur de leurs compétences réelles, etc. et finiront par infirmer le stéréotype. Donc, la réalité va changer. La sous-représentation des femmes ne changera qu'à condition qu'on leur donne les moyens de le faire. Une fois que la réalité change, le stéréotype va changer de ci, parce que Pascal vous l'a dit tout à l'heure, le stéréotype s'alimente aussi d'une certaine réalité. C'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que les stéréotypes ont la vie dure. Il y a plein de gens qui vont vous dire ici, mais pardon, mais il n'y a pas de débat. Regardez, où sont les femmes? Elles ne sont pas en sciences. En sciences dites dures, elles n'y sont pas. C'est QFD. Si elles n'y sont pas, c'est parce qu'elles ne sont pas bonnes. Donc il n'y a pas de débat. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça fait très longtemps qu'elle existe, cette sous-représentation. Donc si elle est encore là aujourd'hui, c'est bien que ça traduit une infériorité d'ordre biologique quelque part. Donc si on arrive à renverser cette réalité, il n'y aura plus de support pour ces stéréotypes-là en tout cas. Merci beaucoup. On vous applaudit. Alors j'ai une question, je vais peut-être venir directement vers vous, madame. Je pense que peut-être apprendre à philosopher au tout petit, ce qui est en train de se faire grâce à certains philosophes, peut-être pourra changer les choses. Je pense. Je voudrais savoir votre réaction. La philosophie dès le plus jeune âge. Alors, j'ai une petite réponse, mais qui peut-être ne vous fera pas plaisir. Et je ne la donne pas moi-même avec plaisir, mais... certains philosophes nous rappellent que la conscience n'est pas le résultat de la pensée qui se concentrerait sur elle-même. Ça veut dire que la conscience et ce à quoi nous croyons est aussi le fait de rapports de force et de l'avis de chacun en société et de parti pris que nous avons. Et je rejoins la question de monsieur qui est absolument fondamentale. Peut-on vivre sans stéréotypes? C'est compliqué parce que nous sommes ne l'oublions pas, des primates humains, des primates, qui avons besoin, avec cette machine hyper sophistiquée que le cerveau, des milliards de neurones en connexion, quand même de simplifier la réalité en permanence. Et maintenant, je vous raconte cette toute petite expérience. C'est la catégorisation dont parlait M. Eustache tout à l'heure. Voilà. Nos amis psychologues sociaux nord-américains ont fait l'expérience suivante. Ils ont fait venir des gens au laboratoire en leur disant, voilà, on va vous donner des syllabes sans signification, XAF, une syllabe sans signification. Dites-nous si vous l'aimez ou pas, vous la notez de 0 à 10. Et puis il y en a plein. Voilà. Donc on fait défiler des syllabes sans signification, etc. Et en perception subliminale, c'est-à-dire sans que les sujets n'en aient conscience, on fait précéder chaque syllabe du pronom nous ou eux, au hasard. Donc XAF peut être associé à nous ou à eux, selon les conditions. C'est tout bête. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va préférer les syllabes précédées du nous relativement aux syllabes précédées du eux? Ce serait dramatique. Ça veut dire que vraiment, on ne pourra jamais s'en débarrasser de ce genre de truc. Bien, pourtant, le résultat montre que oui, en effet, sur des choses aussi bêtes que les préférences esthétiques, la manière dont on peut aimer ou ne pas aimer tel ou tel son, à partir du moment où on précède la syllabe du nous ou du eux, on se met à préférer les syllabes précédées du nous et à ne pas aimer les syllabes précédées du eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, et je vous suis, madame, sur le raisonnement, la philosophie, c'est extrêmement important. Il faut continuer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire heureusement, il faut s'en servir de cette machine prodigieuse que nous avons dans le crâne.
Le problème, c'est que cette machine, elle présente aussi des éléments de dysfonctionnalité, c'est-à-dire que pour aller vite, elle simplifie, elle pose de la valeur d'emblée sur certaines catégories, valeurs positives ou valeurs négatives, et sur le nous, beaucoup de valeurs positives. C'est pour ça qu'on est toujours en train de s'empailler, et que l'humanité va s'empailler encore un moment, et que les efforts de mémoire sont super importants. Il faut se souvenir de ce qu'il y a eu de dramatique dans le passé pour ne pas le reproduire, mais hélas, un effort de mémoire n'est pas suffisant. Lorsque les conditions sont à nouveau réunies, ça recommence. Merci. Une dernière question Une dernière question de la matinée. Bonjour. Oui, je suis par là. Alors, je passe au-delà du stéréotype qui veut que ma question sera peut-être bête. Je voulais simplement avoir une petite précision technique. L'étude que vous avez faite sur les personnes jeunes et âgées portait sur quelle tranche d'âge? Je suis là. Alors, Madame Isabelle Régnier, donc sur quelle tranche d'âge l'étude présentée? Les jeunes avaient à peu près 20 ans, entre 20 et 25 ans, et les âgés avaient une moyenne d'âge de 75 ans. Merci. Donc on peut encore lutter. Alors, est-ce qu'il y a une toute dernière question très rapide, puisque la réponse l'a été? Oui. Oui. Alors, j'ai une question ici. Madame, le micro arrive vers vous. Donc, alors, Madame, allez-y, posez votre question. Pour compléter la première question posée par monsieur, certains stéréotypes peuvent être aussi valorisants, positifs et tirer certaines personnes vers le haut. Donc il n'y a pas que des stéréotypes qui ont un aspect négatif et avec lesquels on doit introduire une phrase qui nivelle un petit peu tout le monde, je pense. Et c'est peut-être pour cela que depuis l'Antiquité déjà, on essayait de donner aux personnes des héros comme modèle et ils s'y identifiaient. On pense à Homère, l'Iliade, l'Odyssée. C'était aussi, si l'on veut, des stéréotypes, mais qui aidaient certains à se former. Merci. Merci, Madame. Je pense qu'effectivement, oui. Pascal Huguet sera la conclusion. Oui, tout à fait. Dans la littérature scientifique, c'est ce qu'on appelle l'effet ascenseur. Les Américains disent stereotype lift. C'est-à-dire que lorsqu'on rend saillant le stéréotype positif dans la situation, eh bien ceux qui sont censés être visés par ce stéréotype sont en effet valorisés, ont tendance à faire mieux lorsqu'on mesure des performances cognitives, par exemple. Mais il faut dissocier ça de la question des modèles de réussite. C'est-à-dire que je peux aussi faire progresser des enfants à l'école en leur donnant des modèles de réussite qui ne sont pas nécessairement, qui ne nous ramènent pas nécessairement à des stéréotypes, mais c'est vrai que la frontière est ténue. D'où l'importance tout à fait. Votre remarque est judicieuse puisque on a toute une partie de la littérature qui porte aussi sur ce versant-là. Merci. Merci beaucoup encore. On peut vous applaudir de nouveau. Merci à nos intervenants. Merci Louise. Et donc, on se donne rendez-vous pour la reprise de nos conférences à 14h15 très précises et nous aborderons le sujet de l'intelligence animale. Merci beaucoup.